Bonjour et bienvenue sur LCP. Nous sommes comme toujours au cœur de l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, on s'intéresse à un sujet très sensible, une proposition de loi qui vise à modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles en y intégrant le critère de non-consentement. Deux femmes portent ce texte, la députée écologiste Marie-Charlotte Garin et sa collègue d'Ensemble pour la République, Véronique Rioton. Les deux élus ont travaillé sur le sujet dans le cadre d'une mission d'information qui leur a été confiée l'an dernier par la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée. Et c'est donc sur la base de ces travaux qu'elles proposent aujourd'hui leur texte pour mettre fin, disent-elles, à une culture d'impunité en matière de viol. Direction tout de suite la commission des lois pour entendre les deux rapporteurs présenter ce texte très attendu. Désormais, la proposition de loi visant à modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles, déposée le 21 janvier dernier par Marie-Charlotte Garin et Véronique Rioton, que je salue, inscrite à l'ordre du jour transpartisan de la semaine prochaine. Nos débats de ce jour ne seront pas improvisés car ils bénéficient de très nombreux éclairages qui ont permis de le préparer au mieux, me semble-t-il. Tout d'abord, une proposition de loi à l'objet similaire déposée par nos collègues du groupe LFI a déjà fait l'objet d'un examen par notre commission en novembre dernier. Ensuite, les deux auteurs de la PPL l'ont rédigée à la suite des conclusions de leur mission d'information menée dans le cadre de la délégation aux droits des femmes. Enfin, nous pouvons bénéficier d'un avis du Conseil d'État sur cette proposition de loi. Je vous propose par conséquent, sans plus attendre, d'écouter, d'entendre nos rapporteurs, Marie-Charlotte Garin et Madame Véronique Rioton, dans l'ordre qu'elles souhaitent. Madame Rioton, je vous en prie. Monsieur le Président, chers collègues, tout d'abord, nous tenons à vous remercier de nous accueillir aujourd'hui au sein de votre commission pour discuter de ce texte qui vise à modifier la définition pénale des agressions sexuelles et du viol. Alors, vous l'avez dit, Monsieur le Président, nous avons parcouru un long chemin avant d'en arriver à la rédaction de cette proposition de loi et nous sommes fiers, honorés d'en débattre aujourd'hui avec vous. Avant cela, je me permets un bref retour en arrière pour vous expliquer en quelques mots d'où nous sommes partis, comment nous en sommes arrivés à ce point aujourd'hui. Nos travaux ont été déclenchés par deux facteurs principaux. D'une part, un triple constat qui est alarmant. La criminalité sexuelle ne recule pas, un climat d'impunité perdure et la culture du viol demeure une réalité. Malgré des avancées législatives réalisées notamment en 2018, en 2021, malgré l'allongement des délais de prescription, malgré les efforts de formation des forces de l'ordre et l'amélioration du recueil de la parole et l'accompagnement des victimes, nous sommes toujours confrontés à des chiffres qui révèlent autant de drames personnels. Toutes les 2 minutes, une personne est victime de violences sexuelles et 8 victimes sur 10 hors cadre familial ne portent pas plainte. Alors pour un quart d'entre elles, elles ne portent pas plainte parce que l'acte subi ne serait pas assez grave et pour un quart autre, parce que déposer plainte n'aurait servi à rien. D'autre part, un second facteur nous a poussé à créer cette mission d'information en lien cette fois avec le contexte européen. Il y a 3 ans, en mars 2022, la Commission européenne a présenté un projet de directive qui vise à lutter contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. Après 1 an de débat, cette directive a été adoptée en mai 2024. Ce texte européen a dans notre pays, mais plus largement en Europe, relancé le débat sur la définition pénale du viol, opposant deux conceptions qui ne sont pas exclusives l'une de l'autre. D'une part, celle qui est fondée principalement sur le non-consentement de la victime et d'autre part, celle, comme ça l'est aujourd'hui en droit pénal français, centrée davantage sur les éléments matériels, violences, contraintes, menaces et surprises. Face à ce débat, à la fois politique, juridique, mais aussi sociétale, nous avons décidé, au sein de la délégation droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, de lancer une mission d'information portant spécifiquement sur la question de la définition pénale du viol et des agressions sexuelles. Nous avons commencé nos travaux en décembre 2023. Nous avons auditionné près de
80 personnes. Nous avons également approfondi plusieurs exemples à l'étranger afin de nous offrir plusieurs points de comparaison qui nous ont permis de remettre notre droit en perspective. Après plusieurs mois de travaux, nous avons publié notre rapport partageant avec ma co-rapporteure Marie-Charlotte Garin l'ensemble des constats et des pistes d'amélioration. Merci Monsieur le Président, et je me joins aux remerciements pour votre accueil en commission des lois. Alors sans pouvoir résumer tout le rapport en quelques mots, je voudrais toutefois présenter certains de nos constats qui nous semblent les plus intéressants aujourd'hui pour éclairer notre débat. Nous avons acquis effectivement que la loi devait être modifiée, car notre définition pénale du viol et des agressions sexuelles, elle échoue dans ses trois grandes fonctions. La première, c'est sa fonction répressive, car elle ne permet pas aujourd'hui de sanctionner les agresseurs et leurs comportements violents. La deuxième, c'est dans sa fonction protectrice, puisque les victimes ne sont pas correctement protégées face à ces comportements violents. La troisième, dans sa fonction expressive enfin, car notre droit n'incarne plus les valeurs de notre société et ne rend pas compréhensible l'interdit pourtant suprême de jouir du corps d'autrui sans son accord. Personne n'a le droit d'accéder à l'intimité de quelqu'un sans son accord. Et si nous voulons prétendre à une éducation à la vie relationnelle, affective, sexuelle, respectueuse, il me semble qu'affirmer clairement ce principe dans notre droit est un point de départ essentiel. À ces constats sur l'écriture de notre droit pénal, j'ajouterai 2 points complémentaires. Le premier point, c'est la jurisprudence. Nous l'avons écrit dans notre rapport, dans celui que nous avons produit au sein de la délégation aux droits des femmes, comme celui de la commission des lois que nous vous avons transmis lundi. Nous considérons que la jurisprudence est très riche et a permis de faire considérablement progresser l'appréhension judiciaire des violences sexuelles. Toutefois, nous considérons que cette jurisprudence et l'interprétation que les juges font de la loi ne parviennent pas aujourd'hui à combler le silence de la loi sur le consentement. Et cela me conduit donc à mon deuxième point. Malgré l'omniprésence de la question du consentement tout au long de la procédure judiciaire, la loi française reste silencieuse sur ce point crucial dans la définition du viol et des agressions sexuelles. L'absence de cette notion dans le code pénal, elle ouvre la voie à des malentendus, voire à des instrumentalisations du consentement par les auteurs des agressions. Cette lacune législative, elle contribue à entretenir des stéréotypes nuisibles, le fameux vrai viol, bon viol qui serait nécessairement violent, et à entraver la prise en compte des circonstances particulières dans lesquelles sont commises les infractions sexuelles. Voilà pourquoi, chers collègues, nous pensons aujourd'hui, après 14 mois de travaux, ma co-rapporteure et moi-même, qu'une réforme législative est impérative. Nous pensons en effet qu'il est temps de modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles. La rédaction que nous proposons vise à mieux protéger, mieux réprimer et à dire plus clairement qu'un rapport non consenti est illégal, tout en respectant les grands principes de notre droit. Nous considérons qu'une meilleure prise en compte du consentement permettra de mieux appréhender les vulnérabilités des victimes et les stratégies mises en place par les auteurs pour vicier leur consentement. Nous poursuivons également l'ambition d'éviter de faire du comportement actuel ou passé de la victime le cœur de l'enquête. Ce point était déjà au cœur des débats dès 1980 lorsqu'a été votée l'actuelle définition du viol et a conduit les législateurs à préférer une notion sans la définition explicite du consentement. Pourtant, c'est toujours le comportement de la victime qui est interrogé dans l'enquête judiciaire et son absence de réaction jugée comme présomption de son consentement. Nous souhaitons faire évoluer les investigations pour qu'elles se concentrent d'abord sur l'agissement de l'auteur au mépris de l'absence de consentement. L'enquête doit systématiquement porter sur les indices permettant d'évaluer si et par quelles mesures raisonnables le mis en cause a cherché à recueillir le consentement. En inscrivant clairement cette exigence dans la loi, on donne au juge un outil supplémentaire pour poursuivre davantage de mises en cause. Ainsi, les stratégies mises en place par les agresseurs seront mieux prises en compte pour les sanctionner. C'est un point qui nous semble essentiel et je voudrais y ajouter dès à présent une précision. Pour nous, la rédaction que nous proposons ne crée pas d'obligation positive à s'assurer d'une manière convenue du consentement d'autrui. Sinon, nous aurions défini le viol comme un acte de pénétration commis sans s'être assuré du consentement de l'autre. Ce n'est pas ce que nous souhaitons et ce n'est pas ce que nous avons fait. Nous ne changeons pas les éléments permettant de caractériser juridiquement l'infraction, mais nous les complétons pour les préciser et les clarifier, afin d'offrir aux juges davantage d'outils pour les identifier, appréhender, qualifier les faits au regard non seulement des
4 critères de violence, contrainte, menace ou surprise, mais également au regard de l'absence de consentement. Ces précisions nous permettent en outre de consolider les acquis de la jurisprudence en les ancrant dans le marbre de la loi et ainsi de mieux prendre en compte la variété des situations et notamment les cas de sidération, de coercition ou encore d'emprise. Pour parvenir à ces différents objectifs, notre texte de loi propose plusieurs évolutions dans le Code pénal. Tout d'abord, l'introduction de la notion de non-consentement dans la définition pénale du viol et des agressions sexuelles permet de marquer une frontière claire entre la sexualité d'un côté et la domination et la violence de l'autre. Par ailleurs, l'apport de précision sur cette notion qui vise à aiguiller le juge pour apprécier le défaut de consentement en précisant les cas dans lesquels le consentement ne saurait être déduit, notamment les cas de sidération insuffisamment caractérisés dans la jurisprudence actuelle. La conservation des 4 critères de violence, contrainte, menace ou surprise, nous l'avons dit précédemment, il s'agit pour nous d'un point essentiel pour consolider les acquis de la jurisprudence et pour garantir la précision juridique de la définition de ces infractions. Le rappel que le consentement doit être apprécié au regard des circonstances environnantes, c'est notre dernier point. Par cette référence, cela correspond au travail des juges, des enquêteurs, et il s'agit d'éviter que l'investigation ne soit centrée uniquement sur la plaignante et de conduire à interroger davantage les agissements du mis en cause. Il faut en effet apprécier la validité du consentement à l'aune des vulnérabilités éventuelles de la victime. Voilà donc le résumé des principales évolutions que nous proposons et nous aurons l'occasion d'y revenir plus précisément au cours de nos débats. Alors vous le savez sans doute, la présidente de notre Assemblée a décidé le 27 janvier dernier de saisir le Conseil d'État sur la présente proposition de loi. Donc nous avons été associés tout au long du mois de février aux travaux des 2 rapporteurs du Conseil d'État. Nous avons pu échanger avec eux sur les conséquences du nouveau texte pénal que nous vous proposons et travailler ensemble à une écriture qui correspond à nos objectifs pour le changement de la définition pénale du viol. Cet exercice, il a été particulièrement intéressant et il nous a permis de confronter à nouveau la solidité de notre intention et de la modification que nous proposons, non seulement à l'analyse juridique des conseillers d'État, mais également au questionnement pratique des administrations concernées qui ont été auditionnées par les 2 rapporteurs. La publication de l'avis le 6 mars dernier nous permet aujourd'hui d'aborder le débat de cette proposition de loi en étant doublement éclairés. Éclairés d'une part, je le disais, par les travaux que nous avons pu mener au sein de la délégation aux droits des femmes et qui nous offrent une connaissance approfondie du contexte dans lequel nous évoluons, et éclairés d'autre part par cet avis du Conseil d'État qui nous offre une confirmation juridique et technique de la pertinence de notre texte. Afin de consolider l'écriture que nous proposons, le Conseil d'État a également formulé plusieurs recommandations sur la rédaction que nous comptons entièrement suivre. Ça a été un travail nourri pour trouver des points d'équilibre tout en respectant l'intention du législateur. Je ne vais pas revenir sur tous les détails de l'avis, mais il y a 3 points qui me semblent importants de souligner dès à présent. D'abord, dans l'avis du 6 mars 2025, le Conseil d'État considère que la conservation dans le texte d'incrimination des notions de violence, contrainte, menace ou surprise permet de préserver les acquis jurisprudentiels. Et ça, c'est pour nous un point essentiel, et ça a été un constat que nous avons fait dès le début de nos auditions. Il recommande en outre de supprimer le terme « notamment » qui introduirait une indétermination quant aux autres comportements pouvant être réprimés. On y reviendra lors de la discussion sur les amendements, mais c'est un point sur lequel nous avons été vigilants tout au long de nos travaux au sein de la délégation aux droits des femmes. La proposition d'écriture alternative proposée par le Conseil d'État, supprimant le « notamment », correspond bien à notre intention d'ouvrir les 4 critères de violence, contrainte, menace et surprise, tout en conservant les acquis jurisprudentiels qu'ils apportent. Avec l'incompatibilité du principe de l'égalité des délits et des peines et l'adverbe « notamment », nous vous proposerons donc de supprimer ce terme afin de préciser et de sécuriser la définition des infractions d'agression sexuelle et de viol. Le deuxième point, c'est que le Conseil d'État souligne que la jurisprudence judiciaire illustre la malléabilité des notions de contrainte ou de menace, considérant que la référence aux 4 termes existants permet de couvrir l'ensemble des situations et suggère comme alternative d'ajouter les termes, quelle que soit leur nature. Si nous sommes tout à fait d'accord avec la pertinence et la plasticité de ces 4 notions, nos travaux nous ont conduits à constater que l'interprétation de ces éléments par le juge ne permet pas toujours de couvrir tous les cas. Il nous semble donc absolument nécessaire, si nous voulons agir en faveur des victimes, de procéder à l'ajout proposé par le Conseil d'État avec l'insertion de cette formule, quelle que soit leur nature, qui nous permet ainsi de clarifier et de garantir une interprétation suffisamment large de ces 4 notions, violence, contrainte, menace et surprise, pour permettre à notre droit de saisir la variété des situations qui pourraient survenir.
J'en viens à mon troisième et dernier point. Nous avons dans notre texte proposé plusieurs précisions qui visent à guider le juge dans son appréciation de la validité du consentement. Ce faisant, nous ne définissons pas le consentement, nous ne créons pas de nouvelles obligations pénalement réprimées et nous ne créons aucune présomption de culpabilité. Nous sommes très clairs sur ces points depuis le départ et le Conseil d'État les a confirmés. Ce que nous faisons, c'est que nous complétons la loi avec des éléments pour servir d'appui à l'office du juge, pour lui servir de boussole, afin d'appréhender au mieux ces faits qui sont aujourd'hui trop peu saisis par notre justice. Nous donnons ainsi des indications pour clarifier ce que peut être le consentement et ce qu'il ne peut pas être, en précisant notamment certains cas dans lesquels il ne saurait être déduit. Nos échanges avec le Conseil d'État, je l'ai dit, ont été particulièrement fructueux à ce sujet. Ils nous ont permis de clarifier le sens accordé précisément à chaque qualificatif que nous souhaitons introduire et de simplifier la formulation que nous avions proposée afin, là aussi, de parvenir à la loi pénale la plus précise possible. Sur ce sujet aussi, nous vous proposerons donc des amendements qui découlent directement de l'avis du Conseil d'État. Je ne serai pas plus longue, nos échanges vont nous permettre sans aucun doute de revenir plus en détail sur certains de ces sujets. En conclusion, je voudrais toutefois dire que nous sommes évidemment conscients que la seule modification de la loi ne pourra pas répondre à l'ensemble des difficultés rencontrées par les victimes de viol. Ces difficultés, aujourd'hui, elles sont multifactorielles. Ce changement, il doit évidemment être soutenu par une formation approfondie des enquêteurs, des magistrats et des professionnels de santé sur les spécificités des violences sexistes et sexuelles pour les auteurs comme pour les victimes, avec l'instauration de protocoles adaptés tout au long de la procédure. Nous devons en outre collectivement rester attentifs aux moyens attribués à ces institutions, aux associations et à la prise en charge des victimes. Je vous remercie. Voilà pour la présentation de cette proposition de loi par les rapporteurs, un texte qui vise donc à modifier la définition pénale du viol en y intégrant la notion de non-consentement. Alors précisons que l'un des éléments majeurs qui permettra d'apprécier l'existence ou non du consentement sera constitué des circonstances atténuantes pour éviter par exemple que l'investigation ne se concentre que sur la victime. On retourne tout de suite dans la salle de la commission des lois, vous allez voir. Il y a pas mal de débats sur le texte. Madame Sophie Blanc, pour 4 minutes, pour le Rassemblement national. Je vous remercie, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Cette proposition de loi a l'ambition de renforcer la répression des violences sexuelles en modifiant la définition même du viol et des agressions sexuelles dans notre code pénal. Mais la méthode choisie est dangereuse et juridiquement contestable. Tout d'abord, cette proposition de loi bouleverse un équilibre fondamental du droit pénal français en supprimant la nécessité de caractériser la violence, la contrainte, la menace ou la surprise pour établir un viol ou une agression sexuelle. Elle introduit une véritable insécurité juridique. Le Conseil d'État, dans son avis du 6 mars 2025, a rappelé avec force que le principe constitutionnel de l'égalité des délits et des peines impose une appréciation au cas par cas de chaque situation. En créant une définition trop large et imprécise, nous ouvrons la porte à une inflation contentieuse et à des décisions judiciaires aléatoires. Si nous voulons garantir une justice efficace et crédible, nous devons nous attaquer aux véritables problèmes. Nous devons garantir que les auteurs de violences sexuelles, en particulier lorsqu'ils s'en prennent à des mineurs, reçoivent des peines adaptées à la gravité de leurs actes et exécutées jusqu'à leur terme. Il est inacceptable qu'ils puissent bénéficier de remises de peine automatiques ou d'aménagements systématiques qui nuisent à la protection des victimes. Pourtant, lorsque nous avons proposé l'instauration de peines planchers, la gauche et la majorité présidentielle ont refusé de les voter, alors que les récidives de criminels sexuels sont une réalité insupportable. Nous devons mieux protéger les victimes les plus vulnérables. C'est l'objectif poursuivi par l'amendement déposé par notre groupe qui précise que les infractions sexuelles doivent inclure les actes commis sur une personne dans l'incapacité de donner son consentement. Il paraît en effet utile que la définition du viol et des agressions sexuelles intègre les apports de la jurisprudence qui prend en compte de longue date les situations où la victime est inconsciente sous l'emprise de substances, en situation de handicap ou de dépendance. Il est essentiel que ces circonstances continuent d'être pleinement reconnues afin d'assurer une répression efficace des crimes sexuels et une protection renforcée des victimes. L'ajout que nous proposons lève toute ambiguïté et garantit que de tels actes seront systématiquement qualifiés comme des infractions sexuelles. Cette précision empêchera que des failles juridiques puissent être exploitées pour minimiser la gravité
de ces crimes. En complément, nous devons expulser systématiquement les étrangers condamnés pour viol et agression sexuelle. Là encore, chaque fois que nous avons proposé cette mesure, la gauche et le bloc central s'y sont opposés et on le voit encore en ce moment. De manière plus large, la lutte contre les violences sexuelles doit s'accompagner d'un renforcement des moyens pour la justice. Mes chers collègues, seule Sophie Blanc a la parole. Il est incohérent de vouloir modifier le code pénal si en même temps les tribunaux manquent de moyens pour juger rapidement les criminels et si les victimes peinent encore à être accompagnées correctement. Cette proposition de loi repose sur une approche théorique qui peine à prendre en compte la réalité des situations et les enjeux concrets de la lutte contre les violences sexuelles. Elle ne protège ni les victimes ni les innocents et contribue à affaiblir la justice en la rendant imprévisible. Le Rassemblement national appelle donc à rejeter ce texte et à se concentrer sur des mesures réellement efficaces. Une justice ferme contre les criminels sexuels, la fin de l'impunité pour les récidivistes et les étrangers délinquants et une véritable protection des mineurs. La protection des victimes mérite mieux que des bricolages législatifs aussi hasardeux qu'inefficaces. Je vous remercie. Guillaume Gouffier-Valente pour le groupe EPR. Merci Monsieur le Président. Mesdames les rapporteurs, chers collègues, le sujet que nous allons aborder ce matin en commission, et ce n'est pas la première fois que nous l'abordons, est certainement l'un des plus graves de notre société et des plus sensibles sur le plan de notre droit pénal. Il déclenche des débats sociétaux et juridiques intenses depuis de longues années. Au cœur de nos débats à venir, nous devrons garder à l'esprit notre volonté constante de garantir la meilleure protection possible des victimes et la plus grande sanction des auteurs. Nous devrons à aucun moment perdre de vue que le sujet que nous abordons questionne notre société dans la profondeur de son intimité, dans ses préjugés, ses stéréotypes sexistes, ces injustices structurelles entre les femmes et les hommes que nous ne pouvons plus accepter, dans ces violences les plus insupportables et destructrices. Ce sujet, c'est celui de la définition d'un crime, c'est celui de la définition pénale du viol. Aujourd'hui, en France, toutes les 2 minutes 30, une femme est victime d'un viol ou d'une tentative de viol. Je sais que les débats sur ce sujet sont importants, mais je crois pouvoir avancer le fait que nous partageons toutes et tous, en tout cas je l'espère aujourd'hui, le constat que nous devons tout mettre en œuvre pour renforcer nos outils pour lutter contre le viol, pour beaucoup mieux protéger les victimes et sanctionner les auteurs. Cela passe par plus de moyens, par une meilleure formation des professionnels, certes. Cela passe aussi par la définition du viol. Cette définition a une histoire singulière. Elle est le fruit d'un long combat féministe que nous ne devons jamais oublier et dont nous devons transmettre la mémoire. Cela ne doit cependant pas nous empêcher d'avancer et notamment d'apporter des réponses aux défaillances que nous pouvons observer concernant les 3 grandes fonctions de cette définition. Dans sa dimension répressive, c'est-à-dire de sanction des comportements, dans sa dimension protectrice pour la société et les citoyens, dans sa dimension expressive, dans l'idée d'énoncer et d'exprimer les valeurs essentielles d'une société, il y a des défaillances. Mes chers collègues, notre responsabilité est d'avancer sur ce sujet dans toutes ses dimensions si nous voulons sortir notre société de la culture du viol dans laquelle nous sommes enfermés depuis toujours. Quelques semaines après le verdict du procès dit de Mazan, qui aura été à bien des égards le procès de cette culture du viol, qui aura eu un impact bien au-delà de nos frontières, nous devons agir, nous devons tout mettre en œuvre pour passer à une culture du consentement. Cela passe par l'introduction de cette notion dans la définition pénale du viol. Une notion qui, comme le rappelle la magistrate Gwenola Joly-Cause, est au cœur de chaque procès. Je la cite, « Il n'y a pas une seule affaire de cour d'assises ou de cour criminelle départementale où l'on ne passe pas des heures à parler du consentement. » Nous devons, chers collègues, mettre notre droit en conformité avec ce fait et mettre fin à ce silence. C'est tout le travail qui a été conduit au cours de la dernière année de manière transpartisane et sereine, de manière sérieuse et approfondie par nos 2 co-rapporteurs. Je tiens ici à saluer la très grande qualité de leurs travaux. De ces travaux, vous dégagez 5 grandes orientations qui doivent guider cet approfondissement de la définition, je pense, et que vous citez dans votre rapport. Il nous faut introduire la notion de non-consentement, il nous faut conserver les 4 critères de la définition actuelle, il nous faut apprécier l'absence de consentement au regard des circonstances environnementales, il nous faut préciser le cas où le consentement ne saurait être déduit, il nous faut, enfin, toujours garantir les grands principes de notre droit, la légalité de la loi, la présomption d'innocence, la charge de la preuve. Je sais que vous nous apporterez l'ensemble des réponses comme vous l'avez fait durant tous ces travaux. Mesdames les rapporteurs, ces 5 grandes orientations vous ont permis, après un an d'audition, de confrontation d'idées, de rédaction
d'aboutir sur cette proposition de loi que vous nous présentez aujourd'hui. Celle-ci a été saluée par le Conseil d'État qui a proposé plusieurs recommandations pour renforcer la sécurité juridique à travers plusieurs amendements et conformément aux travaux que nous avons menés ensemble lors des auditions, nous proposons d'introduire ces recommandations par voie d'amendement. Nous le savons, chers collègues, des doutes, des débats, des questions demeurent. Comme lors de nos auditions, ils doivent être ici abordés, et ce afin, nous l'espérons, de créer le rassemblement le plus large possible de notre commission autour de ce texte, de cette proposition qui est attendue très grandement par nos concitoyennes et nos concitoyens, qui doit contribuer à construire une société davantage basée sur le respect, l'écoute et le respect de l'autre, plutôt que sur la domination et la soumission. Je vous remercie et le groupe EPR soutiendra ce texte. Madame Catala pour la France Insoumise. Merci Monsieur le Président, chers collègues. Lorsque j'aurai terminé cette intervention, une femme aura été agressée, car une tentative de viol ou un viol est commis en moyenne toutes les 2 minutes 30 dans notre pays. L'affaire Pellico nous l'a tristement rappelé, le viol est un crime de masse. Ces crimes sont-ils connus de la justice? Sont-ils poursuivis? Le préjudice des victimes est-il réparé? La réponse est trop souvent non. Seuls 15% des 160 000 viols et tentatives de viol commis chaque année sont connus de la chaîne judiciaire et moins de 1% sont condamnés. 94% des plaintes pour viol sont classées sans suite. Laisser la justice dysfonctionner ainsi, c'est manquer de reconnaissance aux victimes, c'est leur dire « votre viol n'existe pas aux yeux de la société, il ne sera ni reconnu, ni traité, ni réparé, c'est une situation inacceptable ». Une des explications est un manque de notre droit pénal, rappelé par les Nations Unies et la CEDH en 2023. La définition du viol héritée de la loi de 1980 repose sur 4 critères matériels, mais omet le consentement, reconnu pourtant par la jurisprudence depuis le XIXe siècle. C'est cette notion, définie de manière féministe, comme un accord spécifique, libre, révocable et enthousiaste, qui permet de distinguer la sexualité de la violence. Et c'est parce que nous, les insoumis, écoutons les professionnels, les syndicats, les associations, que nous avons été les premiers à proposer d'intégrer la notion de consentement à la définition du viol lors de notre niche parlementaire de novembre 2024. Nous le savons, cela ne suffira pas. La culture du viol est un problème transversal et profondément ancré dans notre société. Le droit pénal n'y mettra pas fin, mais la loi a une vertu pédagogique et fait sa part du travail. Il nous faudra aussi agir sur tous les fronts de la culture patriarcale. Or, les gouvernements successifs empêchent toute évolution significative en se contentant de réformes à coût 0 €. Pas un seul nouvel euro n'est consacré à la justice, à l'éducation à la sexualité, à l'accompagnement des victimes ou à la lutte contre la récidive des auteurs. La loi de 2001 sur l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle n'est toujours pas appliquée. À peine 15% des élèves suivent ces cours, pourtant obligatoires depuis 24 ans. Les associations chiffrent à 2,7 milliards par an le besoin pour lutter efficacement contre les violences sexistes et sexuelles. Nous avons déposé les amendements nécessaires dans le budget pour allouer ces montants, par exemple pour que les femmes soient mieux accueillies en commissariat, que les gendarmes et policiers soient mieux formés, que les recrutements de magistrats soient renforcés. Nombreux ont été adoptés en commission dans notre Assemblée, mais ont ensuite été balayés par le 49.3 de M. Bayrou. Ces limites n'enlèvent rien à la nécessité d'approuver la proposition. D'abord pour éviter les enquêtes de crédibilité des victimes, cette odieuse pratique qui consiste à évaluer si la victime a crié assez fort, s'est assez débattue, et qui oublie les vulnérabilités, l'emprise, la sidération ou l'inconscience, pour en déduire un consentement tacite profitant à l'accusé. La victime a-t-elle à un moment désiré l'agresseur? Quelles sont ses pratiques sexuelles? Combien de partenaires sexuels a-t-elle eu auparavant? La justice n'a pas à le savoir pour qualifier un viol. Désormais, la justice sera invitée non pas à se focaliser sur le comportement de la victime, mais sur celui du mis en cause pour déterminer s'il a eu l'intention d'outrepasser le non-consentement et à tâcher de recueillir le consentement de la victime. Autre vertu de cette loi, elle permettra enfin le droit français d'être en conformité avec la Convention d'Istanbul sur les violences sexuelles que la France a ratifiée depuis 2014 et qui prévoit dans son article 36 « Le consentement doit être donné volontairement comme résultat de la volonté libre de la personne considérée dans le contexte des circonstances environnantes ». Cette loi sécurisera les avancées de la jurisprudence qui reconnaît de longue date le consentement. Elle apportera une sécurité juridique aux plaignantes pour leur exposer à un flou interprétatif qui ne peut leur être que préjudiciable. Et malgré ce que peuvent déclarer ses contradicteurs, elle ne remet pas en cause la présomption d'innocence et elle permet de conserver la recherche de l'élément moral. Les nouvelles dispositions ne suppriment pas les anciennes et il conviendra toujours de démontrer l'intentionnalité de l'accusé de violer en s'appuyant sur la matérialité des faits. Pour tout cela,
nous voterons pour ce texte. Et puisqu'il me reste quelques secondes, j'en profite pour répondre au Rassemblement national qui a profité de ce débat pour plus quelques secondes, user encore de ses arguments racistes, puisqu'il me semble que dans l'affaire Pellico, dans l'affaire Betaram, dont vous ne parlez jamais, dans l'affaire Le Squarnec, il ne s'agit pas d'étrangers. De Céline Thiébaut-Martinez pour le groupe socialiste et apparenté. Monsieur le Président, Mesdames les rapporteurs, chers et chers collègues, le drame de cette attitude, c'est que, qu'on le veuille ou non, nous sommes acculés, nous, plaignantes, à devenir accusés, à essayer de vous démontrer que, mais non, nous n'avons pas consenti. Alors, si vous n'avez pas consenti, expliquez-vous là-dessus, sur ce geste, sur ce regard, sur cette attente, sur ce délai que vous avez mis pour déposer plainte. Bref, le procès n'est plus le même, les plaignantes deviennent des accusées et elles doivent prouver qu'elles n'ont pas consenti. Ces mots sont ceux de Gisèle Halimi prononcés à Aix-en-Provence en 1978. Grâce à eux, le viol fut reconnu 2 ans plus tard comme un crime. À l'époque, le législateur choisit d'écarter la notion de consentement jugée trop subjective. Il craignait que les débats se concentrent sur le comportement des victimes plutôt que sur l'acte criminel lui-même. Plus de 40 ans plus tard, l'objectif premier de la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui est de s'attaquer à ces viols et agressions sexuelles qui sont encore trop nombreux et insuffisamment condamnés. Seuls 14% des faits de viol traités par les forces de l'ordre franchissent la frontière symbolique des commissariats pour aller devant la justice. Le taux de classement sans suite est vertigineux. 94% en 2020 pour les viols. Ces chiffres de la honte révèlent un problème structurel de notre système juridique et policier. Pour ces défenseurs et défenseuses, l'introduction du consentement dans la définition pénale du viol permettrait de combler certaines lacunes de notre droit et de mieux appréhender des situations spécifiques comme l'état de sidération de la victime, les viols sous emprise d'alcool ou de drogue, les agressions durant le sommeil, etc. Ce changement permettrait également d'aligner notre droit avec les exigences de la Convention d'Istanbul que la France a ratifiée en 2014. Sur ces 2 points, le Conseil d'État a rappelé que la définition actuelle du viol, telle qu'interprétée par la jurisprudence, satisfaisait déjà ces exigences. Enfin, l'intégration du consentement dans la loi viserait à envoyer un message fort à la société afin d'encourager le développement d'une véritable culture du consentement. Pourtant, et je le dis en tant que féministe engagée depuis de nombreuses années sur cette question, cette réforme soulève de profondes inquiétudes chez les avocats, les magistrats, les associations qui accompagnent les victimes. D'abord parce que la lettre de notre code pénal se concentre sur la volonté de l'auteur d'imposer une relation sexuelle. Cette PPL réorienterait l'attention des juges et, à travers eux, l'attention de la société tout entière sur le comportement de la victime. Cette PPL placerait la victime et l'agresseur sur un même plan, en laissant entendre que c'est l'attitude de la victime et non l'acte du violeur qui permettra la qualification du viol. Enfin, et sur le plan symbolique, cette réforme sèmerait la confusion. Une victime pourrait se convaincre qu'elle a consenti, simplement parce que cette notion est floue et subjective. D'ailleurs, un oui n'est pas toujours un oui. Un consentement extorqué sous la contrainte, la peur ou la sidération ne saurait être assimilé à un accord. Et même si cette PPL précise que le consentement doit être libre et éclairé, certaines situations démontrent que des individus peuvent consentir à des actes inadmissibles. Ce n'est pas pour autant qu'ils doivent être tolérés. Comme nous l'avions souligné lors de la publication du rapport sur l'introduction de cette notion dans notre droit, aucune étude d'impact, aucune expérience internationale ne permet de dire que ce changement garantira la reconnaissance de ce crime de masse dont sont victimes les femmes. Le Conseil d'État le souligne, il n'existe pas d'enseignement clair à tirer des réformes menées dans d'autres pays européens. Même si l'opinion semble souhaiter ce changement, le mouvement féministe est loin d'être unanime et l'on compte dans chaque camp du pour et du contre des organisations dont la légitimité auprès des femmes et des victimes n'est pas à démontrer. L'absence de moyens donnés à la justice est l'éléphant au milieu de la pièce. Et avec les débats relatifs à la PPL, nous espérons toutes et tous pouvoir y apporter des réponses concrètes. Alors la loi pénale peut-elle répondre à une attente forte de l'opinion ? La loi pénale peut-elle changer les valeurs de notre société et reléguer dans les caves de l'histoire la culture du viol ? C'est le pari que vous décidez de prendre avec ce texte. Au regard de toutes ces questions et de ces incertitudes, notre groupe a choisi d'opter pour une liberté de vote afin que chacune et chacun puisse exprimer son intime conviction sur cette réforme. Merci Madame Bonivard pour le groupe Droite républicaine. Merci Monsieur le Président, chers collègues. Cette proposition de loi vise à modifier la définition du viol et des agressions sexuelles en droit pénal français. Je ne viendrai pas sur tous les éléments de constat qui ont été développés par les rapporteurs et que nous avons tous en tête. Cette proposition introduit donc explicitement la notion de non-consentement dans ces infractions et précise
les critères du consentement libre, spécifique et révocable. Elle vise explicitement à rendre la loi pénale plus expressive. Le viol est un acte sexuel non consenti. C'est une révolution. Ce point est fondamental car il mettra du temps bien sûr à infuser dans notre société, mais c'est un progrès véritable en matière du respect de l'intégrité physique et psychique des femmes dans l'inconscient collectif et pour l'égalité, principe de notre droit fondamental. La proposition de loi vise à répondre aux lacunes actuelles du Code pénal qui repose principalement sur la caractérisation d'éléments entre guillemets matériels du viol qui doivent être caractérisés par la violence, la contrainte, la menace ou la surprise. La loi actuelle, et malgré une jurisprudence renforcée qui permet en creux de rechercher à chaque moment de la procédure le consentement, qui a abouti également à une certaine extension des notions de contrainte et de menace, elle reste fragile et son application peut différer selon les juridictions. La PPL va permettre de faire positivement ce que la loi actuelle ne parvient pas à faire, c'est-à-dire couvrir au mieux la totalité des cas de viol, par exemple effectués avec sidération ou exploitation de la vulnérabilité ou emprise psychologique. En revanche, évidemment, la loi ne va pas permettre, et il faut se le dire, de répondre totalement à la fragilité intrinsèque des jugements pour viol ou agression sexuelle, c'est-à-dire la difficulté en matière d'établir les faits dans le respect de la présomption d'innocence, la difficulté c'est-à-dire en l'absence, dans la majorité des cas, d'éléments matériels et pour des situations qui se passent également dans la majorité des cas dans l'intimité, à l'abri des regards. On reste évidemment sur la fragilité que sont les procès du parole contre parole. Ne demandons donc pas à cette loi de faire ce qu'elle ne pourra pas faire à elle seule, ce serait hypocrite. Ce n'est pas une baguette magique. Mais en revanche, elle va permettre de mieux couvrir les cas qui ne le sont pas aujourd'hui, ne serait-ce que tous les cas où la défense indique « elle n'a pas dit non, elle n'a rien dit, elle ne s'est pas opposée, je ne pouvais pas savoir ». Ces cas sont foison, ils ne pourront plus être opposés par les agresseurs. Elle déportera sur l'auteur, alors c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec ce qu'a dit l'oratrice précédente, parce que pour moi, elle déportera sur l'auteur présumé une partie des questions qui portaient initialement sur la victime, c'est-à-dire la manière dont il a recherché le consentement. On va enrichir la capacité des juges à rechercher cela avec des indices devant être cherchés de façon nouvelle. L'inquiétude que nous avions à la droite républicaine portait sur deux points essentiels et intrinsèquement liés. Le Conseil d'État nous a plutôt rassurés sur ces inquiétudes, c'est-à-dire qu'on passe de la présomption d'innocence à une présomption de culpabilité par le fait que l'auteur présumé n'aurait pas recherché de manière explicite, voire contractuelle, le consentement de la personne. L'absence de consentement ne doit pas être interprétée comme une présomption de culpabilité pour l'auteur présumé des faits. Le Conseil d'État indique qu'il ne s'agira aucunement de demander une quelconque contractualisation. Il reviendra toujours à l'accusation d'établir l'élément intentionnel du crime. Le fait que ce soit bien la notion de non-consentement qui soit inscrite dans la définition du viol et non de consentement positif nous protège de cet écueil. La droite républicaine votera pour l'essentiel ce texte avec les amendements que nous attendons de pouvoir voter ensemble. Madame Sandra Rigol pour le groupe écologiste et social. Micro. Pardon. Merci Monsieur le Président. Ça a beaucoup été répété, mais que ce soit les questions de soumission chimique ou de procès Mazin, les questions liées au consentement ont beaucoup agité les conversations de l'ensemble des Françaises et des Français, et pas que, puisque le procès Mazin est devenu tellement emblématique qu'il est un sujet dans le monde entier. Et la question au cœur de tout ça, ça a été à chaque fois celle du consentement. Comment est-ce qu'on consent? Comment est-ce qu'on ne consent pas? Et donc, notre place de législateurs, de législatrices, c'est aussi et c'est surtout d'apporter une réponse à cette interrogation, à cette faille bâillante dans la société et dans notre droit.
Alors oui, c'est pas évident à traduire. C'est vrai, ça a été répété, on a une jurisprudence en la matière. Le problème de la jurisprudence, c'est que suivant l'endroit où vous habitez, elle n'est pas rendue de la même manière. C'est d'ailleurs exactement ce qui nous a conduit, en tout cas une majorité de cet hémicycle, à suivre la PPL qui était, une partie de la PPL qui était portée à ce moment-là par Aurore Berger, pour faire en sorte que certaines jurisprudences puissent être réparties équitablement sur le territoire et servir à faire avancer les droits des femmes. Il me semble que c'est la même question qu'on doit se poser aujourd'hui. Alors je le dis tranquillement aujourd'hui parce que ça a été un long travail pour moi, pour beaucoup d'entre vous, et je suppose, que d'aboutir sur quelle doit être la bonne position. Comment est-ce qu'on arrive à traduire de façon juste cette notion dans notre droit? Alors on sait toutes, je vais parler au féminin sur ce cas-là, on sait toutes ce que ça veut dire quand on ne consent pas. On en a une conception aiguë, viscérale. On sait exactement ce que ça veut dire quand on n'a pas consenti. C'est plus compliqué d'exprimer ce que c'est le consentement de façon aussi viscérale. Et oui, ça peut se traduire par un oui qui n'en est pas un, par un oui poli, par une sidération. Ça peut se traduire par une attitude qui n'est pas celle qu'on voudrait renvoyer. Mais on sait parfaitement ce que c'est de consentir et de ne pas consentir. La difficulté, c'était de trouver les mots justes pour l'inscrire dans le droit, et c'est exactement la question qui nous est posée. Comment est-ce qu'on permet à chaque petite fille, dès son plus jeune âge, d'arriver à dire « Non, je n'ai pas envie que tu me touches, pas à ce moment-là, pas de cette façon-là ». Comment est-ce qu'on peut aussi apprendre à tous les petits garçons, dès le plus jeune âge, à dire qu'ils ont le droit de dire « Non, toucher mon corps n'est pas un dû ». Parce que oui, c'est vrai que les enfants, dès qu'ils sont tout petits, on leur apprend, on ne leur demande pas si on veut les embrasser, on ne leur demande pas si on veut les étreindre, s'ils acceptent qu'on les étreigne, on ne leur demande pas s'ils acceptent qu'on les porte. On le fait, on s'approprie leur corps, et particulièrement les petites filles, et donc on leur dit que leur consentement ne compte pas. Le projet de cette loi, c'est d'expliquer à toute la société, à travers le droit et en dotant d'outils sociétaux, que le consentement peut s'exprimer, doit s'exprimer, et qu'on en a toutes et tous le droit. Alors je remercie beaucoup les deux rapportrices pour leur long travail d'écoute, parce qu'elles ont entendu tous ces questionnements, toutes ces craintes, et elles ont travaillé non pas sur la définition du consentement, qui était très complexe, mais sur la définition de ce que n'était pas le consentement, pour que chacun, chacune puisse se l'approprier, pour que chacun, chacune puisse le traduire dans le droit. C'était un travail difficile, vous êtes appuyés sur les attaques qui étaient faites à votre projet, ce qui a permis d'y répondre. Vous êtes attaqués sur le droit avant tout, et merci d'avoir sollicité le Conseil d'État pour avancer. J'ai entendu que ça fragilisait les victimes, les procédures, mais la police, la justice aujourd'hui disent dans leur majorité l'inverse. Ça renverse la faute de la preuve. Ça fait combien d'années, quand on est féministe, qu'il faut que l'on répète en boucle, il faut que la honte change de camp. Là, on fait changer la honte de camp. On fait changer le devoir de prouver de camp. Oui, c'est à l'agresseur de prouver qu'il n'aura pas eu son consentement. Donc, ça, je conclus là-dessus, pardon. Monsieur le Président, je crois que c'était 5 minutes, en une phrase. Non, j'avais annoncé 2 minutes et nous n'avons jamais... Ah bon. Et donc, effectivement, il faudra beaucoup plus de moyens. Je conclus en une phrase. Effectivement, ce n'est qu'un outil, il faudra beaucoup de moyens, mais ayons au moins cet outil. Erwan Balanant pour le groupe Les Démocrates. Voilà, pardon, je recommence. Merci Monsieur le Président. L'introduction du consentement ou du non-consentement dans la définition des agressions sexuelles est avant tout une question sociétale. Doit-on nécessairement y apporter une réponse dans le code pénal? C'est tout le sujet de nos débats aujourd'hui. Une majorité de professionnels du droit, dont certains auditionnés, ainsi qu'une partie des associations féministes, ça a été rappelé, s'accordent à dire que l'ajout de la notion de consentement dans la définition pénale des agressions sexuelles et donc dans la définition pénale du viol ne sera pas un ressort suffisant pour modifier la pratique des juridictions judiciaires. Ces dernières prennent en effet déjà compte du consentement et de son absence dans le traitement des affaires pendantes devant elles. La Cour de cassation, dans son contrôle des notions d'agression sexuelle et de viol, fait déjà du consentement la pierre angulaire de ces vérifications. Elle traduit ainsi l'absence des 4 notions que sont la violence, la contrainte, la menace et la surprise comme une définition en creux du consentement.
Le Conseil d'État, dans son avis sur la présente proposition de loi, a par ailleurs considéré que, je le cite, « la définition actuelle de l'agression sexuelle telle que mise en œuvre par la jurisprudence satisfait aux exigences de la Convention dite Convention d'Istanbul ». Il n'en demeure pas moins, et le groupe démocrate vous rejoint là, mesdames les rapporteurs, que la définition actuelle des agressions sexuelles ne peut être maintenue en l'état actuel et doit instaurer cette notion de consentement ou de non-consentement. Et on ne serait qu'au regard de la fonction expressive de la loi pénale, comme ça a été rappelé. Robert Badinter aimait d'ailleurs à rappeler que la loi exprime, par les sanctions qu'elle édicte, le système de valeurs d'une société. C'est la fonction expressive de la loi pénale. Toutefois, je le dis, il faut que nous avancions dans une définition qui soit claire, pédagogique et qui permette de protéger. Or, celle qui nous est proposée ici soulève quelques inquiétudes. Son exhaustivité risque d'être contre-productive, en prêtant en défense à des interprétations à contrario préjudiciables aux victimes. Nous prenons le risque d'avoir des débats portant non plus sur l'élément intentionnel de l'auteur, mais sur le comportement de la victime. C'est déjà trop souvent le cas aujourd'hui. N'aggravons pas cette situation. Si l'on en vient à définir un crime par l'attitude et le comportement de la victime, l'on prend encore plus de risque de faire son procès en lieu et place de celui du mis en cause. Une définition plus simple de ces infractions nous éviterait de tomber dans cet écueil. Par ailleurs, les termes retenus par le Conseil d'État pour définir le consentement soulèvent des interrogations, notamment les termes spécifiques et révocables au regard de leur manque de précision, ouvrant ainsi la voie à une jurisprudence dissonante et fluctuante. Plus largement, si les termes libre, éclairé, spécifique, préalable et révocable retenus par le Conseil d'État devaient être maintenus, peut-être pourrions-nous envisager une ossature différente et plus claire. Nous devons trouver un équilibre avec un texte qui conserve l'architecture que nous connaissons. Nous devons en effet éviter de faire penser aux victimes qu'avant cela, les agressions sexuelles n'étaient pas condamnées par les juridictions de jugement ou encore aux auteurs que les actes qui étaient condamnés ne le soient plus par une écriture trop floue ou trop complexe. En tout état de cause, le groupe démocrate vous remercie de mettre sur ce sujet à l'ordre du jour de notre Assemblée. Et nous allons devoir avoir des débats sérieux, riches et éclairés pour permettre d'avoir cette définition qui prenne en compte les évolutions de la société nécessaires, mais qui garde la sécurité de la définition que nous avons jusqu'à aujourd'hui. Je vous remercie. Merci. La parole est à Didier Lemaire pour le groupe Horizon et Indépendants. Merci Monsieur le Président, Mesdames les rapporteurs, mes chers collègues. L'ampleur des violences sexuelles en France est alarmante et inacceptable. Le législateur ne peut rester indifférent face à cette réalité brutale qui fait plus de 270 000 victimes par an, en immense majorité des femmes. Le groupe Horizon et Indépendants est profondément préoccupé par l'ampleur de ce fléau qui mine notre société et porte atteinte à la dignité et l'intégrité du corps des victimes. La libération de la parole ces dernières années a permis une prise de conscience collective, mais elle a aussi révélé l'insuffisance de notre système judiciaire face à ces crimes. Le fait que seuls 6% des victimes osent porter plainte est un échec cuisant de notre société. Nous devons agir pour restaurer la confiance des victimes envers nos institutions et leur assurer qu'elles seront entendues et protégées. Le taux effarant de 94% de classement sans suite pour les affaires de viol est une injustice flagrante qui ne peut plus durer. Chaque victime mérite que justice soit rendue. Chaque agresseur doit être tenu responsable de ses actes. Je tiens à cet égard à remercier très sincèrement Marie-Charlotte Garin et Véronique Rioton pour leur travail sur cette proposition de loi. Nous l'avions appelée de nos vœux lors de l'examen d'une précédente proposition de loi sur le sujet afin d'approfondir un sujet ô combien complexe et grave. Les rapporteurs font œuvre utile en permettant à nouveau à l'Assemblée nationale de se prononcer sur la question de la définition pénale du viol. Le travail qui a été réalisé est un travail sérieux, sans dogme ni position caricaturale. Il introduit des changements importants, certes, mais comme le dit le Conseil d'État dans son avis, cette réforme n'induit aucunement une présomption de culpabilité ou un renversement de la charge de la preuve. C'est une objection importante qui est ici levée. Pour autant,
Si nous devons de manière générale modifier la loi d'une main tremblante, c'est encore plus vrai pour un sujet aussi grave et lourd de conséquences humaines que la définition pénale du viol. Plus de 50 amendements seront en discussion sur cette proposition de loi. Nous nous en réjouissons car les débats que nous allons avoir permettront, à n'en pas douter, d'aiguiser nos avis, de confronter nos points de vue afin d'aboutir à une solution la plus équilibrée possible. Notre groupe y prendra toute sa part. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Martine Froger pour le groupe Lyot. Merci Monsieur le Président, Mesdames la rapporteure, mes chers collègues. Je veux d'abord saluer le travail sérieux et de qualité mené par Véronique Rioton et Marie-Charlotte Guérin. C'est la seconde fois que notre commission a l'opportunité de faire évoluer la définition pénale du viol pour y inclure le consentement. La dernière fois, en novembre dernier, avec le texte de Sarah Legrain, nous n'avons pas saisi cette opportunité. Je ne peux qu'espérer que cette nouvelle tentative est une issue favorable. Il est grand temps que notre Assemblée se saisisse de la question du consentement. Qui peut sincèrement croire ici que notre système pénal défend efficacement les femmes d'agressions sexuelles? Combien de temps et combien de victimes laissées de côté avant que notre Parlement ne se décide à légiférer? Alors forcément, votre texte suscite beaucoup de débats. Vos opposants les plus fermes alertent même contre le piège du consentement. Pourtant, notre droit est pavé de consentement. On doit donner son consentement à chaque étape de notre journée. Le consentement est partout, sauf dans la définition pénale des agressions sexuelles. C'est quand même un peu choquant. Il est temps d'intégrer cette notion dans notre cadre législatif. Le droit ne protège pas efficacement les victimes. Les victimes. Voilà, je suis perdue. Comme en témoigne le taux de 94% du classement sans suite. Votre texte est très attendu. Il permettra de réprimer toutes les atteintes sexuelles non consenties. Cet ajout dans la loi va indéniablement dans le bon sens, mais reste largement perfectible. Notre groupe est favorable à la réécriture suggérée par le Conseil d'État qui est limpide et précise. Le consentement sera ainsi caractérisé comme libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. Nous espérons que le débat parlementaire permettra d'améliorer le texte. Notre groupe alerte aussi sur la nécessité de peser le choix de chaque mot et de suivre l'ensemble des recommandations du Conseil d'État. C'est une nécessité pour assurer la solidité juridique du texte. Je rappelle que par le passé, des définitions inadéquates ont pu avoir des conséquences substantielles pour les victimes. Je pense notamment à la censure du délit d'harcèlement sexuel en 2012 par le Conseil constitutionnel, avec effet immédiat qui a stonné net nombreuses poursuites. Les enjeux ici sont trop élevés pour prendre le risque d'une définition qui ne répondrait pas aux exigences constitutionnelles qui découlent du principe de légalité des délits et des peines. Au-delà de cette réserve, je soutiendrai cette PPL qui permettra de faire en sorte que notre droit soit vecteur de justice pour les femmes. Bien entendu, ce ne pourra être qu'un premier pas. Seul ce changement ne suffira pas à aider les femmes à parler, à éviter les classements sans suite et à obtenir une condamnation ferme. Cette première étape devrait être accompagnée d'un changement plus profond de l'ensemble des pratiques pour que tout le système judiciaire soit enfin du côté des victimes. Je vous remercie. Merci à vous. Je signale qu'à l'issue des interventions des différents... Martine, votre micro, s'il vous plaît. À l'issue des interventions des groupes, j'engagerai immédiatement les interventions individuelles des députés qui le souhaiteront. Donc pour 2 minutes, j'ai déjà un inscrit. Madame Emeline Kermidi pour le groupe GDR. Merci, Monsieur le Président. Je tiens avant toute chose, et comme l'ont fait nombre de mes camarades, remercier sincèrement les 2 rapporteurs pour leur travail et surtout pour leur méthode. Il est assez rare, même sur des textes transpartisans, qu'on ait cette démarche, cette volonté d'entendre, d'écouter les craintes de chacun et de faire avancer le texte. Voilà, je pense que c'est assez rare et assez important pour le souligner. On a tous fait remarquer qu'il y avait dans notre système actuel des carences, des lacunes qui sont à ce jour non compensées, incompréhensibles, le peu de plaintes
et lorsqu'elles sont déposées, le peu de procès. Le nombre très important de classements sans suite et le fait qu'on ait à ce jour aussi peu de victimes qui restent reconnues en tant que telles et réparées pour ce qu'elles ont subi. Alors, bien évidemment, on s'est tous posé la question, pourquoi ces chiffres effarants? Est-ce que cela tient aux conditions d'accueil? Est-ce que cela tient au manque de preuves? Et est-ce que nous devons légiférer sur le consentement? Notre Assemblée l'a déjà fait, je pense notamment lorsque nous avons porté l'âge de majorité sexuelle à 15 ans. Il s'agissait déjà à l'époque de consentement. Est-ce que la proposition de loi qui nous est présentée ce matin permettra de changer profondément les choses? Sincèrement, je l'espère. Mais nous avons encore quelques doutes. Est-ce que cela permettra plus de condamnations? C'est pas sûr. On a encore aujourd'hui des défenses du type « elle n'a pas dit non, je ne pouvais pas savoir ». C'est sûr. Est-ce que pour autant cela ne donne pas lieu à des condamnations? On l'a vu avec l'affaire Pellico. Tous ceux qui ont osé tenir ce type de défense ont pour autant bien été condamnés. Est-ce que cette loi évitera aux victimes de longs interrogatoires, des questions tout à fait déplacées ou malaisantes sur la recherche du consentement? Probablement que non. Non, car cela tient à notre système judiciaire, ce système inquisitoire qui est le pendant de la présomption d'innocence et qui nécessite de rechercher si le suspect a obtenu le consentement, mais également si la victime avait manifesté son non-consentement. Et je ne pense pas que cette proposition de loi viendra changer quelque chose de ce côté. Il en va de la manifestation de la vérité et de la nécessité pour les juges et jurys de se forger une intime conviction. Est-ce que cette proposition de loi va impliquer une modification profonde de notre droit? J'ai entendu certains d'entre vous le dire et le penser en disant ça évitera à l'adversaire de la honte changera de camp et ce sera à l'adversaire de prouver seul que la victime avait consenti. Alors cela voudrait dire que l'on irait vers un renversement de la charge de la preuve et pour en avoir discuté avec les rapporteurs, elles m'ont assuré que cela n'était pas le cas. Mais j'ai entendu certains d'entre vous le dire et le penser haut et fort. Cela signifie que le texte, dans sa rédaction actuelle, laisse donc subsister un doute. Et s'il laisse subsister un doute, s'il y a encore des interrogations, si nous en sommes encore ce matin à se demander si ce texte va véritablement inverser la charge de la preuve ou si il s'agira simplement d'écrire noir sur blanc ce que la jurisprudence prévoit déjà, alors c'est que le doute est permis et c'est que nous pouvons encore travailler et débattre sur une rédaction à améliorer. Nous peinons encore à saisir toutes les conséquences de cette proposition de loi et c'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il faut encore débattre et améliorer la rédaction actuelle. Madame Sophie Rico-Vaginet pour le groupe UDR. Merci Monsieur le Président. Mesdames les rapporteurs, chers collègues, nous examinons aujourd'hui un texte qui entend modifier la définition du viol en y inscrivant explicitement la notion de non-consentement. Nous le disons d'emblée, la lutte contre les violences sexuelles mérite tout notre engagement et je crois pouvoir dire que personne ici ne le conteste. Nous devons protéger les victimes avec fermeté, mais sans jamais céder sur les fondements de notre justice pénale. Or, ce projet de loi, dans sa rédaction révisée, soulève toujours des inquiétudes majeures et le risque d'un basculement vers une justice de l'intime conviction où la parole seule tiendrait lieu de preuve et où l'accusé serait implicitement présumé coupable. À l'UDR, ce n'est pas notre conception de l'état de droit. La première inquiétude qui persiste est évidemment la charge de la preuve. Depuis toujours, en France, c'est à l'accusation de prouver l'infraction, pas à l'accusé de prouver son innocence. Or, en construisant le viol uniquement autour du non-consentement, sans exiger de preuves matérielles, quoi qu'on en dise, on inverse cette logique. On met l'accusé dans une situation impossible, devoir prouver qu'il avait le consentement, comment, avec quoi et par quels moyens. La deuxième inquiétude persistante, c'est la présomption d'innocence, cela a été dit.
Rappelons que la présomption d'innocence est un principe constitutionnel, elle n'est pas négociable, mais dans ce texte, on laisse entendre que l'absence de oui clair pourrait suffire à caractériser une infraction. Si le doute ne bénéficie plus à l'accusé, alors ce n'est plus de la justice française, c'est la justice de l'émotion. Et la troisième inquiétude est évidemment la remise en cause du doute raisonnable. La justice pénale ne condamne pas sur des impressions, elle exige des preuves, des faits, des éléments concrets, et le doute raisonnable doit toujours profiter à l'accusé, même dans les affaires les plus sensibles. Alors oui, nous devons nommer les choses, oui, nous devons faire avancer le droit, mais nous ne pouvons pas sacrifier les piliers de notre justice pour des effets symboliques. Notre responsabilité de législateur, c'est de protéger les victimes tout en protégeant les libertés, car l'un ne va pas sans l'autre. Et nous notons que la gauche, qui à longueur de temps utilise nos principes fondamentaux à des fins dogmatiques ou politiques, ont une géométrie très variable quand il s'agit de défendre les droits fondamentaux qui dérangent leur militantisme. En l'état, le groupe IDR ne votera pas ce texte au nom du droit, de l'équité et de la justice républicaine. Merci. Nous en venons aux expressions individuelles pour 2 minutes. Stéphane Mazard, Karine Lebon, puis Marie-Noëlle Battistel. Stéphane Mazard. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je tiens à féliciter nos 2 collègues, Véronique Rioton et Marie-Charlotte Garem, pour le travail de fond très sérieux qu'elles ont réalisé. Je souscris à l'impérieuse nécessité de trouver les moyens de mieux poursuivre et condamner les auteurs de violences sexuelles, et ce au regard du nombre trop important de plaintes aujourd'hui encore restées sans suite. Je souscris aussi à l'intérêt d'avoir dans notre droit pénal une définition dite pédagogique des infractions sexuelles, et ce au regard de la culture du viol qui imprime les relations hommes-femmes dans notre société. Par contre, je suis encore dubitatif sur la capacité de votre proposition à répondre au moins au premier de ces objectifs, même si je sais que cette intention est bien la vôtre. Tout d'abord, je tiens à dire que la notion du consentement est déjà présente dans les débats qui existent avec le droit existant, puisque pour parler du viol, lorsqu'on enquête sur les menaces, les violences, la contrainte ou la surprise, cette notion du consentement est déjà questionnée, et c'est d'ailleurs aujourd'hui l'argument de défense principalement évoqué par les personnes mises en cause. Alors laissez à penser que la nouvelle définition va permettre désormais d'investiguer sur cet élément et que ce sera une avancée pourrait être finalement déceptif. Sauf, et c'est ma première des préoccupations, à faire désormais peser en pratique sur la personne mise en cause la charge de la preuve. Même si je sais que le Conseil d'État écarte dans son avis ce risque, je ne suis pas convaincu que le Conseil constitutionnel aura la même appréciation. Et puis intégrer cette notion dans la discussion, c'est définir et établir l'infraction non plus sur la base du seul comportement de l'auteur, mais sur celui de la victime. Et je crains que cette discussion se fasse au final au détriment de la plaignante. Et comment questionner cette notion du consentement? Quid de la théorie des vices du consentement, de celle de la capacité à consentir, de la rétractation, du repentir? Et il est aussi erroné de laisser penser que la référence aux circonstances environnantes est une avancée, car c'est déjà la pratique qui est mise en œuvre par les enquêteurs et par les juges lorsqu'ils prononcent une condamnation. Merci. La parole est à Karine Lebon. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les rapporteurs, chers collègues. Disons-le tout de suite, mon positionnement en matière de l'inscription du non-consentement dans la loi a évolué. Engagée depuis plusieurs années au sein de l'Union des femmes réunionnaises, je sais à quel point le combat mené par les femmes qui osent porter plainte pour viol ou agression sexuelle est difficile. La majorité d'entre elles se bat alors contre un conjoint, un ami, un père. L'idée de leur imposer la charge de prouver leur non-consentement n'était pas acceptable. Le risque de renversement de la charge de la preuve était trop grand. Et puis, vous avez mené de nombreuses auditions. Nous avons longuement échangé. J'ai moi-même fait mes propres recherches. Et vraiment, merci pour tout ça. Merci pour votre communication. Parce que tout ça a permis d'affiner ma position. Mais évidemment que ce texte est utile. À quoi servirions-nous autrement ? À quoi servirait notre travail et celui de nos équipes si la loi n'avait pas vocation à faire changer les mentalités ? Lors des dernières auditions, plusieurs magistrats l'ont affirmé, cette PPL aura à minima, à moyen ou long terme, une fonction expressive. Elle permettra de dire à la société qu'un non est un non, un silence est un non, un état comateux est un non. Une mini-jupe ou un verre de trop n'est pas un oui. Un oui ne s'interprète pas. Il faut en terminer avec les qui ne dit mot consent. Elle n'a pas vraiment dit non, je pensais que ça voulait dire oui, ou elle n'a rien dit.
Certains magistrats voudraient nous faire croire que le sexisme et les clichés n'existent pas au sein de la justice française. Ne soyons pas naïfs et ayons conscience des qualités et des failles de notre justice. Dans certaines cours, il est clair qu'une fois que ce texte sera entré en application, il faudra du temps. Mais n'est-ce pas le propre de tous les combats féministes? Nous y sommes habitués, malheureusement. À La Réunion, on dit « dans oui n'a point bataille ». Ça signifie qu'en disant oui, on s'épargne les discussions et les éventuelles disputes. Eh bien, désormais, attendre et entendre un oui évitera les conflits, mais surtout évitera de briser la vie d'une femme. Je vous remercie. Merci. Madame Battistel. Merci beaucoup, Monsieur le Président. À ce stade de la discussion générale, je voulais évidemment saluer le travail des rapporteurs, la qualité de leur travail, le partage et la pédagogie dont elles ont fait preuve. Je les remercie pour cette proposition qui porte la voix de milliers de victimes qui doivent être protégées, défendues. Alors si je souhaitais intervenir, c'est que je porte une voix différente comme d'autres collègues de mon groupe que celle portée par ma collègue Cécile Thiébaut-Martinez à l'instant, qui a un regard différent mais que je respecte évidemment sur son avis. Moi, je considère que cette proposition de loi qui rappelle qu'un acte sexuel non consenti constitue une agression sexuelle et définit précisément le consentement, conservant les 4 critères existants, ne venant donc pas fragiliser la jurisprudence actuelle. Elle recentre l'attention sur l'auteur et non sur la victime, comme on l'entend beaucoup. Le consentement est demandé pour de nombreux actes de la vie, innombrables. Alors pourquoi ne pas le demander quand il s'agit du corps d'une femme ? En consacrant la notion de consentement dans la loi, on envoie donc un message fort pour déconstruire la culture du viol au sein de la société et passer à la culture du consentement. C'est aussi donner un outil supplémentaire aux juges pour poursuivre plus de cas qui ne peuvent l'être aujourd'hui. Et donc j'attends beaucoup de ces débats et à titre personnel, comme d'autres dans mon groupe, nous soutenons ce texte. Merci. Sarah Legrain. Merci, Monsieur le Président. Juste quelques mots pour vous dire ma satisfaction de voir ces débats reprendre, se poursuivre et j'espère enfin aboutir positivement au sein de cette commission des lois. Je note que depuis le moment où je portais cette si nécessaire, je le pense, inscription du non-consentement dans la définition pénale du viol et de l'agression sexuelle en novembre dernier dans cette commission, mes collègues députés s'en sont saisis. Se sont saisis des débats, se sont saisis des arguments et je vois avec satisfaction la position de certains groupes ou de certains collègues évoluer et je crois que ça va tout à fait dans le bon sens et donc je salue tout le travail argumentaire qui a été fait de toutes parts en la matière. Évidemment, je salue aussi les associations, les juristes, toutes les organisations qui ont porté cette idée-là. Et puis, je voulais quand même noter qu'en revanche, s'il y a un groupe qui ne change pas ou un camp qui ne change pas, c'est celui de l'extrême droite, qui reprend exactement les mêmes arguments complètement contradictoires que la dernière fois. Donc l'extrême droite qui nous habitue à tenser notre justice pour son laxisme, à vouloir toujours plus de répression, à vouloir des peines planchées, comme vous venez de nous le rappeler, là, tout d'un coup, nous explique qu'au nom de l'individualisation de la justice, qu'au nom de la présomption d'innocence, etc., il ne faudrait pas faire dans le texte qui, au contraire, est très bordé et permet en réalité d'éviter que notre justice considère que finalement beaucoup de choses peuvent être condamnables, mais que quand il s'agit des violences sexistes et sexuelles, eh bien, les classements sans suite à la chaîne, les 94% de plaintes pour viol classées sans suite, là, ce n'est pas un problème. Voilà, donc je note que vous avez une certaine constance, c'est qu'effectivement, la justice, ou ce que vous appelez la justice, ne vous intéresse que si elle sert à réprimer, et à réprimer notamment, tout particulièrement les étrangers, puisque vous nous avez expliqué tout à l'heure, vous avez voulu faire ce lien entre les violences sexuelles et les étrangers. Donc j'aimerais vous rappeler que, à ma connaissance, M. Pellicot et les violeurs qui l'accompagnaient n'étaient pas étrangers et que l'affaire Bétarab ne présente pas beaucoup d'étrangers et que vous n'avez pas beaucoup de propos en la matière. Merci. Donc je donne la parole. Mes chers collègues, nous allons écouter les rapporteurs s'exprimer. Mesdames les rapporteurs, je vous laisse répondre aux différentes questions, interpellations. Mes chers collègues, s'il vous plaît, mesdames les rapporteurs prendront la parole lorsqu'il y aura le silence dans cette commission. Peut-on y arriver? Est-ce possible? Mes chers collègues,
Madame Rouleau, je vous entends, Madame Rouleau. Mesdames les rapporteurs, je vous laisse répondre à l'ensemble de ces interpellations, aux questionnements. S'il vous plaît. Merci, chers collègues. Alors peut-être dans un premier temps, vous nous avez beaucoup remerciés et vous remercier de la qualité de vos interventions et de vos questions qui montrent bien l'étendue des questions qui sont sur ce sujet-là et vous dire que nous avons été traversés par, je crois, l'intégralité des questions que vous avez posées et c'est bien la raison pour laquelle ce travail a été long, technique, sociétal et que nous avons souhaité saisir l'avis du Conseil d'État. Monsieur Guillaume Gouffier-Valente, peut-être dire qu'en résumé dans votre intervention, c'est bien notre volonté de passer de cette culture du viol à la culture du consentement. Pour résumer peut-être vos indications et dire que le fait d'aller prendre strictement l'ensemble des recommandations du Conseil d'État pour solidifier cette écriture a été un élément important pour nous. Madame Catala, vous indiquez la vertu pédagogique. C'est évidemment l'angle que nous reprenons pour que cette loi, dans sa fonction répressive, protectrice, expressive, puisse être maintenant alignée avec cette proposition. Et on le verra tout au long peut-être de la réponse à vos questions et aux amendements, procède d'une méthode. Et nous avons vocation, à travers cette nouvelle rédaction, à donner de nouveaux outils aux juges pour conduire les enquêtes et évidemment aller regarder du point de vue de l'auteur comment il s'est assuré du consentement de la plaignante. Et puis vous parlez des moyens, nous corroborons ça évidemment, puisqu'on va être dans un changement de fonctionnement de la méthode. Les moyens pour les magistrats, pour les forces de l'ordre vont être importants concernant leur formation. En ce qui concerne Madame Thiébaut-Martinez, vous avez cité Gisèle Halimi, évidemment que nous respectons ce temps-là. La définition date de 80 et nous voyons bien 45 ans plus tard que les mots de Gisèle Halimi sont encore d'une actualité terrifiante. À savoir le fait que le questionnement est évidemment aujourd'hui sur la victime. Et tout l'enjeu de notre définition vise à regarder la façon dont l'auteur s'est assuré de ce consentement. La jurisprudence, le Conseil d'État l'indique, vous avez raison, eh bien c'est la raison pour laquelle on peut dire aussi que si l'intégralité de la jurisprudence était la même partout et avec la même largesse dans toute sa capacité, la loi ferait sa dimension expressive. Or, les chiffres d'impunité qu'on a aujourd'hui démontrent bien que cette jurisprudence n'est pas suffisante. Enfin, vous parlez de la dimension internationale. Pour nous, évidemment, nous n'avons pas le même regard, puisque à la fois le Grevio et la CNDH nous enjoignent d'intégrer cette notion du consentement, et c'est là-dessus qu'on va s'appuyer. Vous demandiez quelques éléments. La Suède donne évidemment des résultats à plus de 75% de condamnation depuis cette introduction de consentement. Donc c'est bien un des éléments qui est important pour nous. Madame Bonivard, vous avez appuyé effectivement notre souhait et le vôtre d'intégrer l'ensemble des préconisations du Conseil d'État. C'est ce que nous ferons. Et non, il n'y a pas de présomption, pas de passage à présomption d'innocence à culpabilité. La matérialité de la preuve par la démonstration des 4 éléments coercitifs, à savoir violence, contrainte ou menace, reste bien présent, et c'était évidemment une des choses importantes pour nous. Monsieur Erwan Balanant, vous indiquez la nécessité de la dimension pédagogique et de
de la loi et de protéger les victimes. C'est ce qui nous a conduit tout au long de notre recherche et donc d'amener finalement une méthode d'enquête différente. Et vous nous enjoignez d'avoir une définition claire. C'est ce que nous avons fait en ne choisissant pas de définir le consentement par une liste. Ça n'est pas l'option que nous avons prise. Nous avons fait le choix d'intégrer le non-consentement et ensuite nous disons que le consentement doit être précisé dans ses caractères et dans la manière dont il doit être apprécié. Vous citez la dimension spécifique. Le Conseil d'État le dit tout à fait clairement dans les 3 dimensions du mot spécifique. Je relis la dimension du Conseil d'État. 3 dimensions. Comme indiqué plus haut, il rappelle l'autonomie du consentement pénal. Il appelle enfin une nécessaire adéquation du consentement aux circonstances de temps et de lieu et la définition des actes sur lesquels il porte, donc la nature même de l'acte, et donc considère la dimension spécifique dans ces 3 dimensions-là. Et puis peut-être quelques mots, Monsieur Mazard, sur le fait que on est déjà dans cette pratique. C'est ma même réponse sur la jurisprudence. Oui, on est dans cette pratique d'aller questionner le consentement ici, dans sa fonction interprétative. Nous donnons des outils aux juges. Enfin, Madame Sophie Ricourt-Vaguinet, je ne peux pas vous laisser dire des contre-vérités. Les 2 affirmations que vous donnez, ce sont les 2 affirmations que nous avons combattues. Évidemment que le viol ne sera demain pas caractérisé autour de l'unique notion du non-consentement, mais on reste bien sur la solidité de la matérialité des faits et de l'intentionnalité de l'auteur. Nous allons donner les outils à l'enquêteur d'aller vérifier la façon dont l'auteur s'est assuré du consentement. Voilà peut-être déjà. Marie-Charlotte, je te laisse compléter. Merci à tous et toutes pour vos questions. Je vais essayer de ne pas faire de redite avec ce qui a déjà été dit par ma co-rapporteure. Peut-être pour répondre à Madame Blanc sur l'insécurité juridique et sur la méthode de cette proposition de loi. Et vous citez le Conseil d'État en avançant cet argument, mais en fait c'est tout l'inverse que dit le Conseil d'État. Au contraire, le Conseil d'État vient nous conforter dans la sécurité juridique de cette proposition de loi, et c'est pour ça que nous faisons des modifications à la rédaction pour vraiment asseoir la solidité de ce texte. Vous parlez d'une proposition de loi qui resterait au stade théorique. Je ne crois pas qu'en 14 mois de travaux et avec une centaine de personnes auditionnées, des praticiens du droit des victimes, des personnes qui prennent en charge les victimes aussi, les forces de police, je ne pense pas qu'on peut parler de la théorie. Je crois qu'on peut largement dire que nous sommes passés à la pratique dans nos travaux. Et c'est justement parce que nous légiférons en ayant en tête les personnes les plus vulnérables que nous sommes particulièrement prudentes et que nous avons pris le temps. Remercier peut-être Monsieur Gouffier-Valente pour son soutien et puis son soutien assidu. Et je connais son engagement personnel sur le sujet. Madame Catala, évidemment, nous vous rejoignons sur la question des moyens. C'est écrit dans notre rapport. Et nous le répétons et nous le répéterons et nous serons à côté, bien entendu, des associations pour faire ce plaidoyer-là, pour qu'il y ait plus de moyens, plus de formation et un soutien aussi aux associations qui sont en charge de la prévention des violences sexistes et sexuelles. Madame Thiébaut-Martinez, en réalité, ça a été dit par ma collègue, effectivement, Véronique Rioton, les victimes, elles sont au cœur des audiences, malgré une définition qui avait la volonté de vraiment pointer du doigt les stratégies de l'agresseur. Et peut-être rappeler que déjà dans les débats de 80, on disait, et c'est écrit dans les débats, le viol, c'est avant tout le viol du consentement. Et je crois que c'est finalement dans cette lignée-là que nous nous inscrivons avec cette proposition de loi. Vous soulignez les inquiétudes des acteurs, il y en a, mais il y a aussi des attentes qui sont immenses de la part des acteurs. Et là où vous parlez de confusion, nous, on a beaucoup entendu cet appel à la clarification de la loi pénale sur la question du consentement. Et je tiens à vous rassurer, on est tout à fait d'accord avec vous lorsque vous pointez du doigt qu'un oui n'est pas toujours un oui. C'est exactement ce que nous précisons dans cette proposition de loi, puisque nous voulons que le consentement, le défaut de consentement soit apprécié. Et un oui, effectivement, il peut être le fruit d'une vulnérabilité particulière. Et c'est pour ça que et ça répond à d'autres collègues qui ont posé ce sujet aussi, c'est pour ça que nous n'avons pas mis dans la loi simplement ajouter non consenti.
nous sommes venus préciser le défaut de consentement pour pouvoir protéger les victimes et aller contre cette idée qu'un oui est un oui, ça n'est pas vrai. Il y a effectivement, je crois qu'en réforme de droit pénal, il n'y a pas forcément, il n'y a jamais de consensus parfait. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'associations, je pense au planning familial, à la FNSF, à la FNCIDFF, qui soutiennent ce texte de loi. Et moi, j'avoue que j'ai du mal à dire qu'on peut se satisfaire de la définition actuelle, parce que pour moi, ça reviendrait à dire aux victimes d'aujourd'hui, qui ne sont pas suffisamment bien couvertes par la jurisprudence actuelle, qu'elles doivent attendre la jurisprudence de demain. Et pour moi, c'est inacceptable, en fait, de se dire qu'on accepte de mettre de côté tout un tas de victimes qui ne sont pas couvertes par l'application actuelle du droit, tout simplement parce que la jurisprudence n'est pas harmonisée et qu'il y a une inégalité des victimes sur l'ensemble du territoire face à la loi aujourd'hui. Madame Bonnivard, peut-être vous remercier pour votre travail. Vous avez été présente aux auditions et je crois que ça a aussi permis de construire votre avis et ça a fait le fruit d'échanges entre nous. Merci de souligner qu'effectivement, nous l'avons toujours dit, c'est pas une baguette magique, cette loi, et que c'est une première pierre qu'on lance dans le mur de l'impunité. Et peut-être revenir sur un élément sur le parole contre parole. En réalité, lors de nos auditions, la plupart des professionnels nous indiquent que le parole contre parole, c'est très rare si on a les moyens de mener une enquête correctement et aussi peut-être de dézoomer de vraiment le simple violence, contrainte, menace ou surprise. Et c'est ce que cette proposition de loi nous permet de faire. Elle nous permet en fait d'élargir l'objet de la preuve et donc de sortir du parole contre parole parce qu'en réalité, l'absence de consentement, on va pouvoir la caractériser par d'autres éléments. Parce que souvent, effectivement, le viol est le fruit d'une stratégie et donc il y aura d'autres éléments qu'on va pouvoir permettre de verser au dossier pour caractériser l'infraction. Merci à Madame Régol d'avoir mis en exergue la complexité du consentement et aussi l'aspect éducatif et préventif que revêt cette proposition de loi. Et évidemment, c'est qu'un aspect parmi les autres que nous portons. Et rappeler aussi que ça a une incidence majeure pour les générations à venir et la protection des enfants notamment. Et rappelons-le, un enfant est victime toutes les 3 minutes de viol, d'agression sexuelle ou d'inceste. Et c'est aussi à eux que nous pensons quand nous voulons passer de la culture du viol à la culture du consentement. Monsieur Balanant, très rapidement, vous vous interrogiez sur la nécessité de toucher à ce qui pourrait relever d'un sujet sociétal. En réalité, le code pénal évolue avec la société et il est le reflet des valeurs que nous voulons protéger. Et il y a un besoin, en tout cas sur ce point-là, je crois, de nous mettre à jour sur les valeurs que nous voulons protéger. Je terminerai enfin avec Monsieur le maire, merci d'avoir parlé d'un échec sociétal. Je crois que c'est un échec sociétal, en fait, l'ampleur de l'impunité sur la question des agressions sexuelles et particulièrement du viol. Et nous avons rédigé d'une main tremblante. Vous mentionniez la 50aine d'amendements. Il y en a une partie qui sont des amendements identiques, vous avez pu le constater, et qui portent sur l'adoption des recommandations du Conseil d'État d'un point de vue rédactionnel. Et je crois que ça montre à quel point cet avis il permet de solidifier notre proposition de loi et il a été décisif aussi pour nourrir nos débats et rassurer certains des collègues ici présents et j'espère que nous aurons des débats nourris et qu'ils pourront être acceptés. Madame Froger, merci pour votre position constante sur le sujet ces derniers temps et merci de rappeler que le consentement est partout et qu'en réalité, quand on parle de consentement sexuel, tout de suite ça devient un gros mot, mais qu'on le mobilise au quotidien et qu'au final c'est simplement une question de respect mutuel et de communication. Et je terminerai enfin en remerciant Madame Lebon. Vous rappelez que de rappeler la nécessité de cette loi, mais aussi de rappeler que nous sommes traversés par des biais sexistes et que l'institution judiciaire ne vit pas à part de la société. Elle prend pleinement part dans la société et l'avis du Conseil d'État le rappelle que si cette loi elle est d'ordre interprétatif, en tous les cas, elle va avoir un impact sur toute la chaîne judiciaire et je crois que ça va être là sa force aussi, que la chaîne judiciaire passe collectivement à la culture du consentement. Je vous remercie. Voilà donc pour cet extrait de séance en commission des lois qui a donc voté après examen la proposition de loi pour modifier la définition pénale du viol en y intégrant la notion de non-consentement. Alors la proposition de loi sera examinée très bientôt dans l'hémicycle et LCP sera bien sûr au rendez-vous pour vous faire suivre les débats. À bientôt sur notre chaîne.